Bonjour mes petits moldus, alors Luna et moi-même sommes très heureux de vous présenter un nouvel épisode de Harry Potter et le chef-d'œuvre magique dans Lumos pour un moldu. Dans la dernière vidéo sur les œuvres dans les films Harry Potter, nous avons découvert que l'œuvre d'un maître flamand peu connu avait fait son apparition sur les murs des couloirs de Poudlard. Certes, il était peu connu, mais il n'était pas le seul à avoir fait son apparition. Nous allons découvrir aujourd'hui que deux autres grands maîtres flamands plus connus cette fois ont aussi inspiré les décorateurs des films. Ce soir-là, Harry décide d'explorer les couloirs de Poudlard à la nuit tombée et découvre l'un après l'autre deux hommages directs à Rembrandt et à Jérôme Bosch. Harry croise en premier lieu un tableau qui évoque inévitablement un autoportrait de vieillesse de Rembrandt, une des plus grandes figures du baroque hollandais. Réputé indépendant et solitaire, il représente sans phare la vie de ses contemporains, se rendant célèbre par son traitement de la lumière à fort contraste qu'on appelle le clair-obscur. Tout à fait, d'ailleurs cette caractéristique à elle seule justifie sa présence dans la saga, l'entièreté de l'histoire se portant sur la lutte entre la lumière et les ténèbres. Qui plus est, nous nous trouvons à un moment où Harry progresse dans le noir à l'aide de son sortilège Lumos, illuminant la pointe de sa baguette. Exactement, et c'est en se rapprochant du tableau avec sa baguette illuminée que l'on découvre que le personnage ressemble étrangement au peintre lui-même, alors qu'il se représente dans un autoportrait appelé l'autoportrait au turban. Dis-nous en plus sur cette œuvre. Cette œuvre est conservée au Mauritshuis de La Haye et date de 1669, quelques mois avant sa mort. Alors Rembrandt n'en était pas à son premier coup d'essai en matière d'autoreprésentation. Il s'est souvent peint, avec une certaine régularité que l'on pourrait même qualifier d'obsessionnelle. En 40 ans de carrière, il a représenté son visage une centaine de fois. Dans un premier temps, c'est d'abord par facilité. Étant donné qu'il est plutôt solitaire, ça l'arrange d'être son propre modèle, et ça lui permet de pouvoir tenter de représenter toutes les expressions qui lui sont grées. Dans un second temps, il apparaît qu'il semble aussi vouloir comprendre, voire contrer, une thématique ambitieuse, c'est-à-dire le passage du temps. Pourtant, dans les films, il s'agirait certainement d'une raison plus superficielle qui aurait poussé les décorateurs au choix de cette œuvre-là. On voit dans le tableau original que l'artiste est accoutré d'un turban. En effet, le turban, aussi oriental puisse-t-il paraître chez Rembrandt, est dans le premier tome de la saga un objet assez emblématique. Souvenez-vous, outil de planque presque parfait qui, malgré son étrangeté, réussit à dissimuler le mal incarné durant des mois. Et nous pourrions aussi faire un simple parallèle vestimentaire entre la lourde robe que porte l'artiste et les habits des sorciers. On pourrait se demander ce que Rembrandt cache sous son turban. Probablement juste une calvitie bien avancée, sais-tu. Bon, revenons-en à nos tableaux. Placés juste à côté, on découvre deux autres personnages qui, eux, font une référence directe à des œuvres de Jérôme Bosch. Lui aussi est un grand maître flamand, mais plus chrétien et en plus très dévot. Il aime créer des monstres et représenter des visions infernales. Le premier personnage porte un costume un petit peu étonnant qui provient d'un tableau nommé l'extraction de la pierre de folie ou la lithotomie, qui est conservé au musée du Prado à Madrid. Alors il faudra peut-être expliquer ici ce que veut dire lithotomie. Cela vient du grec lithos, qui signifie pierre, et tomia, coupé. Oui, au Moyen-Âge, l'existence d'une pierre dans le cerveau était une croyance qui permettait de justifier des accès de folie chez les hommes. D'abord symbolique, cette pierre lourde et dure aurait exercé une pression sur leur raison. Le thème de la folie apparaît beaucoup dans la littérature et les arts de l'époque, sujet de nombreuses légendes mais aussi de recherches plus philosophiques, notamment avec la fameuse satire d'Érasme, appelée l'éloge de la folie. Quant à la lithotomie du cerveau, elle n'est ni propre à la Flandre médiévale, ni un acte complètement fictif non plus. En effet, elle est induite à partir de l'Antiquité par Hippocrate qui affirme que des tumeurs cérébrales peuvent être extraites cliniquement sans entraîner la mort, et par Claude Gallien qui observe que les calculs rénaux sont des petites pierres.
Ces deux connaissances scientifiques s'entremêlent avec les préoccupations de l'époque et se propagent du coup dans l'Occident comme une fake news attestant de la présence de pierres de folie dans le cerveau. Alors jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, des tailleurs de pierre, comme on les appelait à l'époque médiévale, bien qu'ils fassent partie de la guilde des barbiers, se faisaient passer pour des professionnels expérimentés et exerçaient donc des trépanations censées éliminer ces pierres de folie du cerveau des malades. Ils parcouraient les pays et traquaient la moindre petite trace de folie chez les gens pour gagner leur vie. Ok, d'accord, mais en quoi cela résonne-t-il avec la saga Harry Potter? Alors on peut dire par analogie que cette pratique qui cherche à éliminer des états psychotiques potentiellement dangereux peuvent être mis en parallèle avec les pierres que Harry doit chercher à détruire ou écarter pour empêcher des êtres malveillants de s'en saisir. Ce chirurgien représenterait donc Harry et sa quête? Pourtant, il est plutôt bizarrement accoutré, non? De ce fait, on doit pouvoir extraire des significations un peu plus complexes de cette représentation, puisqu'en effet, le chirurgien autoproclamé est affublé d'un entonnoir inversé. C'est un couvre-chef un peu absurde quand même. Or, ce chapeau a longuement été interprété comme un signe de tromperie et de charlatanisme dans le tableau. En effet, dans le sens attribué à Jérôme Bosch, qui est très chrétien et moralisateur qui plus est, cet objet symbolise la cupidité et la personnification de la folie même. On peut dire par conséquent que le tailleur de pierre est représenté comme le plus fou des fous. Ce qui est un peu le comble de l'ironie pour un médecin qui est censé soigner la dite folie. À travers cet accoutrement, et plus largement à travers les symboles présents dans le tableau, Jérôme Bosch se moque donc du fait de l'ignorance, de la tromperie faite aux malades, et il oppose ainsi le bien et le mal, l'innocent face à l'homme malhonnête, la science et la croyance. Et la scène prend de ce fait une connotation morale. Ok, donc en gros, ce chapeau questionne la légitimité de cette quête. Exact. Et dans les films, tous les personnages en quête n'échappent pas non plus à ce paradoxe. En effet, le sujet des pierres, et surtout l'obsession pour celles-ci, ou l'appui qu'elles exercent sur le cerveau des malades jusqu'à les rendre fous, pourrait-on dire, est en effet un des leitmotifs de la saga Harry Potter. Elle est d'abord le but ultime de la recherche de l'alchimiste, mais aussi de la quête de Voldemort. Voldemort, qui est probablement le plus fou des fous. Ne m'en veux pas, Moony, pour ce parallélisme. Par ce choix de représentation, les réalisateurs questionnent donc sur la sanité de leurs personnages, mais aussi sur la légitimité de chacune de leurs quêtes. On peut parler du courage naïf d'Harry, qui endosse le rôle du héros, dans une quête dont il ne connaît absolument aucun rudiment, mais aussi de l'obsession de Voldemort pour les pierres philosophales et de résurrection, sachant que lui-même use d'affabulation, de magie noire et de charlatanisme pour arriver à ses fins. Ok, donc en fait, il y a plusieurs quêtes en une. Et c'est encore d'autres références étrangement proches de la saga Harry Potter que nous découvrons avec le deuxième tableau de Bosch. En effet, le second personnage n'est autre que Saint Jean-Baptiste dans le désert, dont le tableau original de Bosch se trouve au musée Lazzaro Galdiano, également à Madrid. Étonnamment, cette œuvre représente une scène biblique, qui est donc aux antipodes du monde magique, évidemment. Cet homme dormant n'est autre que le prophète qui a annoncé la venue du Messie et a reconnu Jésus face au monde entier en le baptisant. Il est donc le symbole de l'homme installé du côté de la réalité qui montre quelque chose qui appartient à l'autre côté, au monde des symboles. Décidément, la distinction entre croyance et science est une question bien complexe que nous n'avons pas fini d'aborder. Et oui, d'autant plus qu'ici, une troisième notion apparaît. À côté du Saint Jean-Baptiste de Bosch figure une mandragore. Cette mandragore fait alors pénétrer l'image, elle aussi dans le monde magique. Cependant, ce monde magique est bien distinct du monde spirituel ou symbolique. Les deux types de croyances magiques et religieuses s'opposent donc face à la réalité, créant un monde en triangle. Laissez-moi m'expliquer. À l'époque de Bosch, tout le monde connaît cette plante pour ses vertus aphrodisiaques, hallucinogènes et évidemment déjà magiques. Mais la plante luxurians, elle est à l'image du malin pour les chrétiens. Tel le diable qui nous charme pour nous perdre, puisque la luxure et la folie sont des travers dans lesquels le fidèle chrétien ne doit surtout pas tomber au risque de se perdre. Dans le tableau de Bosch, le paysage est beau, la paix et la sérénité règnent, permettant ainsi le repos du prophète dans sa foi nouvelle. Mais la belle mandragore se dresse à ses côtés, se déployant lorsqu'il a les yeux fermés, cachant ses pouvoirs sous sa beauté végétale. Le mal est là, près de lui, et il ne le voit pas. Pourtant, dans la saga, le rôle de la mandragore est un peu plus ambivalent. Elle est tueuse, certes, mais guérisseuse à la fois. Si son cri est mortel, elle permet néanmoins la préparation du filtre pour réveiller ceux qui ont été pétrifiés. Tout à fait, ce qui nous force maintenant à prendre donc en considération un élément supplémentaire amené par les réalisateurs du film. Les tableaux parlent. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Put that light out. Sorry. Rembrandt demande ainsi à Harry d'éteindre la lumière, ce qui est un comble pour le maître du clair-obscur évidemment. Mais cette phrase semble surtout inopportune pour Harry,
lors de sa promenade nocturne, puisqu'elle le ferait de facto tomber dans les ténèbres. Watch it there, boy. Le trépaneur lui demande ce qu'il fout là, insinuant éventuellement la folie même d'Harry, le fait qu'il est en train de se perdre dans les méandres des couloirs, et peut-être aussi dans ceux de ses propres prospections. Et enfin, We're trying to sleep here. Yes, we are. Saint Jean-Baptiste, lui, se plaint qu'ils essayent de dormir. Il renforce ainsi l'idée que dans aucun des trois mondes qui s'ouvrent à Harry, le monde spirituel, le monde magique et la réalité, le repos ne sera autorisé. Mais n'oublions pas que justement, la mandragore, ou la représentation du mal, peut réveiller les sorciers du sommeil mortifère du serpent. Tiens, en parlant de serpents, de mal et de récits bibliques, cela ne vous rappelle-t-il rien? Je vous laisse méditer là-dessus et bonne nuit. Merci beaucoup Luna pour ces éclaircissements. Merci Mouni. Voilà, nous avons tenté de dire. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Harry Potter et le chef-d'œuvre magique. C'était Mouni et Luna dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. Tchuss. Il représente sans phare la vie de ses contemporains, à travers... Non, pas à travers. Il y a rien qui passe à travers. Il y a rien qui passe à travers. Pourquoi je dis ça? Merci beaucoup Luna pour ces amerlelslo. Mais aussi de l'obsession de Voldemort pour les pierres philosophiques. Philosophique, what the f***. Et Tomia, coupé